Merci, chers amis, de consacrer 2 heures de votre dimanche pour porter haut et fort notre message d'humanité, de solidarité et de liberté. Si nous sommes rassemblés en ce dimanche après-midi, c'est parce que, dans quelques jours, les parlementaires seront appelés à se prononcer définitivement sur l'une des décisions les plus graves de notre histoire. Il ne s'agit pas de créer un nouveau droit parmi d'autres, il s'agit de décider si notre société peut provoquer délibérément la mort comme une réponse légale à la souffrance. Bravez la chaleur, l'indifférence, la pression médiatique, le découragement surtout, pour faire entendre votre voix dans un moment si crucial. Car oui, c'est le moment où jamais la loi Aide à mourir arrive au terme de son parcours parlementaire. Hier, les députés achevaient de débattre sur les différents articles du texte. Mardi, ils voteront une nouvelle fois pour ou contre cette loi si grave qui nous interpelle. Le 15 juillet, elle sera peut-être définitivement adoptée. Jamais. D'autres pays l'ont vécu avant nous. Le droit de mourir devient une pression de mourir. Ce qui commence comme une exception devient une norme. Nous sommes ici pour rappeler qu'on ne soigne pas la souffrance en supprimant le souffrant, car alors on l'abandonne. Ce rassemblement n'appartient à aucune chapelle, aucun parti, aucun courant de pensée. Il appartient à tous ceux qui refusent que la France franchisse ce cap dans l'indifférence. Soignants, familles, citoyens de tous horizons. Alors merci, chers amis, de consacrer 2 heures de votre dimanche pour porter haut et fort notre message d'humanité, de solidarité et de liberté. Si nous sommes rassemblés en ce dimanche après-midi, c'est parce que dans quelques jours, les parlementaires seront appelés à se prononcer définitivement sur l'une des décisions les plus graves de notre histoire. Il ne s'agit pas de créer un nouveau droit parmi d'autres. Il s'agit de décider si notre société peut provoquer délibérément la mort comme une réponse légale à la souffrance. Jamais. Aujourd'hui, avant que nos institutions se prononcent sur un tel basculement, les questions les plus décisives n'ont toujours pas reçu de réponse à la hauteur des enjeux. Comment rejeter que les soins palliatifs soient la solution, tandis que le plan inédit de développement adopté par la nation n'a pas été mis en œuvre? Comment garantir que les personnes âgées, handicapées ou gravement malades ne se sentiront jamais être une charge pour leurs proches ou pour la société? Comment concilier une politique de prévention du suicide avec une légalisation qui autoriserait, dans certains cas, une aide active à mourir, un suicide assisté? Ces lourdes questions ne sont ni idéologiques ni partisanes. Elles sont celles de médecins, d'infirmiers, de pompiers, de juristes, d'avocats, de magistrats, de chercheurs, de philosophes, de personnes handicapées, d'aidants et de nombreux citoyens. Elles n'ont pas reçu de réponse à la hauteur de l'enjeu. Elles méritent mieux qu'un débat interrompu par l'urgence du calendrier. Nous lançons aujourd'hui un appel solennel à tous les citoyens. Nous ne sommes pas là pour opposer les Français, ni pour nier la souffrance. Nous sommes là pour affirmer qu'une société fraternelle ne répond jamais à la vulnérabilité en renonçant à accompagner. Notre pays possède déjà un trésor, les soins palliatifs. Ils soulagent la douleur, accompagnent les détresses physiques, psychologiques, soutiennent les familles et rappellent à chacun qu'il demeure une personne à aimer et jamais un problème à résoudre. Plutôt que d'autoriser la mort administrée, faisons le sage choix de donner à chaque Français
un accès réel à cette réponse. Cette loi nous concerne tous. Nous appelons avec gravité, dans le respect, les parlementaires de notre pays à ne pas voter l'euthanasie, alors que le développement d'une grande politique de l'accompagnement et d'apaisement de la souffrance par les soins palliatifs est en mesure d'apporter une réponse. Ils sont nos représentants, mais nous sommes tous concernés. C'est pourquoi notre appel du 26 juin s'adresse à chacun, et nous vous remercions à nouveau d'avoir répondu présent à l'appel. Cet appel s'adresse à tous ceux qui refusent qu'une décision aussi irréversible soit prise sans avoir répondu aux questions essentielles qu'elle soulève. À tous ceux qui croient à la capacité d'une société juste et solidaire à accompagner les plus vulnérables. Le mot fraternité, gravé au fronton de nos mairies, est une promesse. La promesse que la République fait à chacun. Tu as ta place parmi nous. Aujourd'hui, faisons ensemble le choix de tenir cette promesse en nous rassemblant pour appeler, dans le calme et la dignité, avec solennité, nos parlementaires, en ne votant pas cette loi, à en être pour chacun de nous garant. Il est l'auteur de cet appel. Aux fonctionnaires, il a tenu à nous mobiliser aujourd'hui. Chers amis, je vous demande d'accueillir notre porte-parole, Régis Passerio. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à ceux qui ont participé à signer cet appel et d'abord, avant tout, aux soignants qui l'ont initié, Hubert Tesson, Muriel de Rome, Elisabeth de Courrèges, le professeur Emmanuel Sapin, Roberto Giolino, Hubert Tesson et Brieux-Leroy. Je voudrais aussi remercier les philosophes intellectuels, chercheurs qui ont accompagné aussi cet appel. Bertrand Vergely, philosophe. Robert Redeker, philosophe. Stéphane Rosès. Les personnalités de la société civile, Saïd Oujibou, médiateur social. Volsi Gaspard, membre de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Patrice Dunoyer de Segonzac. Et puis les élus ou anciens élus ou responsables politiques. François Bayrou qui a accompagné cet appel d'un message, Julien Aubert, ancien député, Jean-Pierre Brard, ancien maire et parlementaire, ici présent, Ludovic Trollet. Remercier aussi toutes les équipes efficaces qui ont procédé à l'organisation de cette manifestation, aujourd'hui extrêmement importante. Soit applaudi. Je salue aussi au nom des membres appelants, tous les parlementaires et élus qui sont ici présents avec nous, que je vous demande d'applaudir et de remercier pour leur présence. Mesdames, Messieurs, cette loi ne vient pas de nulle part. Beaucoup la rêvaient depuis longtemps. Or, partout, tout se délite, se fracture, se découd, s'abîme sous nos yeux. On le voit, guerre, fracture, violence dans la société, suscite des jeunes, rapports de force, mercantilisme, tout est dureté dans notre société. Et face à cela, la vie humaine compte de moins en moins. L'accompagnement, le soutien, la solidarité ne pèse plus aussi lourd face au chacun pour soi et au règne du rapport de force. Dans cette société émétée, de plus en plus compétitive, parfois féroce, même décorée du marketing des beaux sentiments, nous sommes tous, où que nous soyons placés, de plus en plus seuls, à porter les fardeaux du quotidien, les tensions et les pressions, mais avant tout les plus vulnérables.
et avant tout face à la maladie et la souffrance. Cette loi ne vient pas de nulle part. C'est parce que ce contexte d'individualisme, d'ébiettement, triomphe qu'aujourd'hui, ce projet porté depuis des décennies aujourd'hui est au seuil de devenir une loi solennelle de la République. La loi sur l'euthanasie et le suicide assisté est ainsi l'aboutissement de ce processus, de cet échec collectif. C'est l'abdication finale, définitive. Elle marque, en quelque sorte, elle marquerait, si elle était votée, l'abandon final de la partie par notre société. Comment avons-nous pu transformer les beaux mots de progrès, de droit et de liberté en de tels renoncements? Comment accepter une telle défaite de notre capacité collective, alors que jamais nous n'avons eu autant de moyens techniques pour apaiser, pour soutenir, pour accompagner. Cette loi, c'est l'abandon du collectif, c'est l'abandon de la fraternité, du lien sans lequel il n'y a pas de société humaine et civilisée. Prendre position contre cette loi, cette mesure, ce tournant, cela dépasse les camps, les confrontations, les croyances, les convictions, bien au-delà. Les signataires de cet appel viennent de tous les horizons. Et vous avez vu même, alors qu'on tente de caricaturer ceux qui en sont les porteurs, y compris des associations qui se dévouent sans limite pour la solidarité et la protection de la vulnérabilité. Vous avez vu qu'il y a quelques 2 jours même, le président du groupe communiste de l'Assemblée nationale a signé, avec plusieurs députés, un appel à ne pas voter cette loi sur l'euthanasie. Ce n'est pas une affaire de tranchées, une affaire d'identité. C'est une défense d'une société tout entière. Elle touche, cette loi, à notre pacte constituant le plus profond, au contrat social. Il ne faut pas se perdre, même dans des sous-batailles de sous-mesures, en considérant qu'il faut arracher un soi-disant équilibre. C'est en bloc qu'elle est un abandon. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là. Tout n'est pas perdu. D'abord parce que des grandes voix se sont élevées depuis des semaines et des mois, qui ont ébranlé la scène de théâtre qui était entièrement préparée pour l'acceptation, sans contestation, sans discussion, sans vrai débat de cette loi. Ces grandes voix ont porté beaucoup de députés aujourd'hui qui au départ étaient pris par ce mouvement, cette tendance à accompagner les droits individuels au-delà de toute limite, sont aujourd'hui touchés par un vrai doute, une vraie prise de conscience. Ils réalisent que nous sommes là devant un saut dans le vide, un basculement, une rupture du lien social. Il y a dans des lois, Montesquieu nous l'a dit dès avant la Révolution, il y a 2 composantes. Il y a les mesures techniques évidemment, mais il y a d'abord une portée symbolique. Une loi, c'est un message. C'est un message adressé à tout le corps social. C'est un message adressé sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est un message adressé sur ce qui est la défense des vulnérables et ce qui est la voix des forts. La loi, c'est un écho retentissant de notre inconscient collectif vers la conscience du peuple. Cette portée symbolique est encore plus forte que les mesures techniques que cette loi organise. Et vous êtes ici, et je vous le dis,
sur cette partie symbolique par votre présence. Et nous avons, à quelques heures de ce vote, vous posez un décret symbolique dans ce pays en disant ce n'est pas possible. Vous posez ici, par votre voix, par votre clameur, par votre conviction, par votre présence, un décret symbolique sur ce pays en disant quelle que soit la mesure qui sera prise par le législateur, nous considérons, en nous adressant à toute notre population, que ce saut ne peut pas être accompli. Marc Bloch, qui vient d'être porté au Panthéon il y a quelques heures, disait dans l'étrange défaite, prenant acte de l'effondrement de notre nation, nos chefs étaient, au fond de leur cœur, prêts d'avance à désespérer. Ici, vous êtes un message d'espérance. Vous êtes un message d'espérance. Vous devez le porter. Attention, si votre message porte dès mardi et que face à la dialectique, les députés en conscience basculent et refusent cette loi, vous aurez gagné, nous aurons gagné. Mais tous les ingrédients de cet abandon de ces lididitements seront toujours là. Le décret que vous posez aujourd'hui est un décret qui vise à reconstruire une société de fraternité, de protection des plus vulnérables, du soin, de l'attention. Et ce combat, au-delà de mardi prochain, il continuera. Soyez présents, soyez francs, soyez toujours dans la conviction et dans la présence, car ça sera une œuvre de longue haleine. Merci à tous. L'aide à mourir va impliquer. Ils ne connaissent pas non plus le contenu de la loi. Voici donc les points. La proposition de loi inscrit un droit à l'aide à mourir, euthanasie et suicide assisté dans le Code de la santé publique. En son article 3, elle prévoit même que l'aide à mourir soit intégrée au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés. Or, les textes fondateurs sont explicites. Les actes médicaux sont des actes de prévention, d'investigation, de traitement et de soins. Le dispositif prévoit une implication des soignants à chaque étape. La réalisation du geste létal serait confiée à des infirmiers si la personne n'est pas physiquement en mesure de le faire. L'article 8 envisage de confier aux pharmaciens, officinaux et hospitaliers la réalisation et la délivrance des produits létaux. La prescription et l'administration d'une substance létale poursuivent un objectif qui n'est ni thérapeutique ni préventif. L'aide à mourir ne peut donc pas être un acte médical. 2. Des conditions d'accès à la mort provoquée, larges et floues. Les conditions d'accès ne répondent à aucune définition clinique permettant d'assurer un encadrement rigoureux de l'éligibilité à l'aide à mourir. Tout d'abord, affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Cela concerne un très grand nombre d'affections. Qui engage le pronostic vital. L'absence d'horizon temporel prive ce critère de toute portée. En phase avancée, la Haute Autorité de Santé rappelle l'impossibilité de définir objectivement un pronostic temporel à l'échelle individuelle. L'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Cette notion retenue est donc strictement subjective. Souffrance physique insupportable selon la personne. Aucune instance médicale ou juridique ne dispose d'outils pour objectiver la notion de souffrance insupportable qui est strictement subjective. La proposition de loi vise donc à ouvrir largement un droit à la mort à des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie.
Au regard de ces critères, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs estime que plus d'1 million de personnes pourraient, en théorie, être éligibles à une demande d'aide à mourir. 3. Une procédure qui ne garantit pas la protection des plus vulnérables. Tout d'abord, une collégialité légère. Par exemple, l'auxiliaire médical consulté peut ne pas connaître la personne. L'équipe de soins et le médecin traitant ne sont pas nécessairement consultés. Enfin, le médecin suivant la demande d'euthanasie est à la fin le seul à prendre la décision. Ensuite, des délais expéditifs. Le médecin doit statuer dans un délai maximal de 15 jours. Ces délais sont très inférieurs aux standards internationaux. 3 mois en Autriche, 1 mois en Belgique, 90 jours au Canada. Le délai de réflexion est de 48 heures. Un délai plus court que pour des actes de la vie courante autrement moins engageants. Enfin, des lieux non définis. La loi permet de se voir administrer la dose létale à domicile et dans tous les lieux de santé, y compris les pharmacies. Ce large éventail de lieux, plus large que toutes les législations étrangères hormis le Québec, expose à des risques majeurs, notamment à des dérives commerciales. 4. Aucune obligation de s'assurer que le patient ait eu accès aux soins palliatifs. 5. 5. Le contrôle a posteriori. Aucun dispositif de contrôle a priori n'est prévu. Le contrôle de la commission s'exercera a posteriori à partir des informations communiquées par le médecin. La famille n'a pas le droit de faire recours lorsque le médecin a pris la décision que l'euthanasie pouvait avoir lieu. Or, le droit de recours est un principe de valeur constitutionnelle. La famille ou les proches ne peuvent être consultés qu'à la demande du patient. 6. Le délit d'entrave a été finalement supprimé, mais également le délit d'incitation. Quelle garantie avons-nous réellement contre les pressions exercées sur les patients? Euthanasier, c'est abandonner. Euthanasier, c'est abandonner. Euthanasier, c'est abandonner. Euthanasier, c'est abandonner. Levez vos pancartes. C'est abandonner. Euthanasier, c'est abandonner. Euthanasier. Examine en ce moment une loi qui autorise l'euthanasie et le suicide assisté. La mort provoquée dans le champ du soin, en exposant plus d'1 million de personnes à une éligibilité théorique et en organisant une procédure aux garanties faibles, ce texte fragilise l'ensemble de l'édifice éthique qui fonde la relation du soin. Derrière le vocable du droit à mourir se profile le risque d'un devoir de mourir pour ceux dont la vie est jugée par eux-mêmes ou par d'autres trop difficile à porter. À l'heure où 500 personnes meurent chaque jour en France sans accès aux soins palliatifs, la priorité n'est pas de légaliser la mort provoquée, mais de garantir à chacun le droit d'être accompagné, soulagé et non abandonné. La réponse à la souffrance, c'est le soin, pas la mort. Euthanasier n'est pas soigné. 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 Chers amis, nous sommes nombreux à être venus en blouse blanche aujourd'hui. Nous sommes venus en tant que soignants et nous représentons des milliers d'autres collègues n'ayant pu venir aujourd'hui. Car oui, une très grande majorité de soignants sont contre ce texte. Les organisations soignantes les plus concernées par la fin de vie
ont pris de nombreuses fois la parole dans les débats pour manifester leurs inquiétudes, leur angoisse même. Nous savons mieux que personne ce que cette loi va provoquer dans notre système de santé et dans notre société. Soignants de soins palliatifs, de gériatrie, du médico-social, de l'hospitalisation à domicile, de néphrologie, de psychiatrie, de psychologie, d'oncologie, de pédiatrie, professionnels infirmiers et de tant d'autres professions du soin. Chaque jour, nous regardons la mort en face et prenons soin des patients et de leurs proches pour les aider à traverser cette ultime épreuve qui nous concerne tous, la fin de vie. Chers soignants, nous voulons vous remercier de tout cœur. Merci de donner votre vie au service des plus fragiles. Merci d'être au chevet du malade. Merci de chercher à le soulager, parfois de toutes vos forces. Merci d'être là pour les familles inquiètes. Merci de veiller sur la dignité de chaque patient. Merci d'honorer si bien les valeurs humaines et civilisationnelles de la solidarité envers les plus fragiles. Chers soignants, nous vous applaudissons. Un tonnerre d'applaudissements pour nos soignants. Chers confrères et consoeurs soignants, merci de votre présence. Pour beaucoup, nous sommes inquiets, mais aussi en colère. En colère, oui. Notre parole n'a pas été assez écoutée. Seconde porte-parole qui va vous représenter, Elisabeth, ergothérapeute, forte de plusieurs années d'expérience en soins palliatifs. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Elisabeth. Bonjour, je monte aujourd'hui sur l'estrade avec à mes côtés les souvenirs de tous ces visages que j'ai eu la mission d'accompagner lorsque j'exerçais auprès de personnes en fin de vie. Toutes ces mains serrées, ces regards croisés, ces corps soignés. Pendant quasiment 10 ans, j'ai rencontré des personnes dont la vie a été entravée par la maladie ou par l'extrême fragilité, et qui n'ont pas cessé de trouver un sens à leur vie pour autant, et que nous n'avons pas cessé de chercher à soulager, nous, équipe soignante, car c'est ce qu'exigeait de nous leur infinie et inaltérable dignité, car personne ne perd sa dignité. C'est le cas de Madame P, que la maladie accablait, qui nous a dit un jour vouloir mourir, recroquevillée dans ce lit qu'elle ne voulait plus quitter, jusqu'à ses soins quotidiens, jusqu'à cette musique qu'elle aimait particulièrement, jusqu'à cette marche inespérée avec un déambulateur dans le couloir, jusqu'à cet amour de la vie qu'elle avait reconquis, comme elle me l'écrira plus tard, et aussi courte que fut cette vie par la suite. C'est le cas de Monsieur D, ancien membre d'honneur de l'ADMD, principale association militante pour l'euthanasie et le suicide assisté en France. Sans surprise, il est arrivé chez nous avec sa volonté de mourir transcrite sur un papier et avec ce cri qu'il m'a adressé, « Mourir !» quand je lui ai demandé de quoi il avait besoin. 1 mois d'accompagnement quotidien, d'installation, de mobilisation, de réglage de fauteuils roulants et de soins. Et un jour, mon médecin-chef qui m'interpelle et me dit « Elisabeth, ton monsieur D, il ne veut plus mourir tout de suite, tu sais. » Et c'était vrai. Je suis retournée dans sa chambre pour en parler avec lui. Il avait paisiblement changé d'avis. C'est le cas de Madame C qu'un simple petit coup de rouge à lèvres au terme d'une toilette intense réalisée au lit de la patiente a illuminé, lui redonnant un sourire inattendu. C'est le cas de Monsieur G ayant eu une vie et une carrière palpitantes et que l'annonce du cancer a considérablement affecté.
Aussi nous répétait-il souvent qu'il préférait mourir que se voir diminuer. Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de cette petite dame aveugle et désorientée qu'il a ensuite eu à cœur d'aider au quotidien, retrouvant ainsi un sens à son existence ébranlée. Nous l'avons plus entendu dire qu'il préférait mourir que se voir diminuer. C'est le cas de Madame S, que son mari avait inscrite pour la Suisse, non pour les montres ni pour les chocolats, mais bien pour l'euthanasie, et qui a finalement fait confiance à notre médecin dans la procédure de limitation des traitements, permettant à son épouse de partir naturellement sans que rien ne la retienne ni ne l'achève. Cette médecine de l'équilibre, du cas par cas, de l'ajustement, qui accompagne la maladie marche par marche, sans accélérer ni reculer le décès, est celle que l'on appelle palliative, et qui n'est rendue possible que parce que, pour le moment, il y a cet interdit de tuer, condition même de notre recherche d'alternatives et donc de notre créativité. Cette médecine palliative illustre admirablement cette valeur de fraternité que nous inscrivons sur nos murs et qui jusqu'à aujourd'hui a toujours été la réponse de notre société à quelqu'un désireux de se suicider. Jusqu'ici, quand quelqu'un voulait mourir, on lui proposait le numéro de SOS Amitié. C'est dire notre réflexe, notre besoin de société d'accompagner. C'est un changement clinique et anthropologique majeur que cette loi de l'aide à mourir veut nous imposer. Face à la souffrance et à la fragilité de nos proches, répondrons-nous par l'amour ou par la mort? Elisabeth de Courrèges. Un immense merci Elisabeth. Merci de veiller sur nos malades et sur leur dignité. Chers amis, la bande-annonce du film Anesthésia va passer. Vous en avez certainement entendu parler, le film est sorti il y a peu dans les salles, mais il y a encore trop peu de visionnage pour ce film. Alors regardez la bande-annonce et je vous invite à aller la voir. J'ai pas eu de profonde discussion avec elle en disant est-ce que tu veux vraiment mourir, etc. Elle était déterminée. Soyons forts et ne perdons pas de morale. Mon papa a une maladie neurodégénérative. Il a décidé de mourir par euthanasie en Belgique. Et moi, j'ai la même maladie. J'essaye de continuer à vivre. Si en France nous avions légalisé l'euthanasie, nous aurions probablement 50 000 euthanasies par an. Les patients disent « mais vous m'avez donné la mort ». Oui, c'est vraiment un don qu'on leur fait. In the Netherlands we have euthanasia for small children. It starts with eating disorder and after that the depression got worse. And she called me, she said, "Mom, I'm sure." Très cher. Le mari m'a dit clairement que si une décision rapide n'était pas prise, c'est lui qui allait s'occuper de sa femme. Je ne céderai à aucune pression, ça c'est l'euthanasie, vous savez très bien. Moi je suis pas peur. Ils nous ont pris nos terres, ils nous ont mis dans les réserves. Puis aujourd'hui, s'il aide à mourir, euthanasie. Freedom is a very important fundamental in our society, but there's limitations on freedom. If this bill passes, there's a risk that it will be easier to access help to die than help to live. On a évalué à 1,4 milliard les économies que pourrait faire le budget français en légalisant l'euthanasie. Je ne peux pas laisser souffrir l'autre en face de moi et en disant bah, débrouillez-vous avec votre souffrance. Quoi. En fait, en tuant, on essaie d'être tout puissant. Pour moi, ça aurait été vraiment terriblement difficile à vivre. C'est des discussions sans fin. Lorsqu'on tue, on empêche toute autre solution. Et si la solution, elle allait venir juste après, justement parce qu'on n'a pas de solution. C'est courant que les gens disent je veux mourir et qu'ils disent en même temps je vis. Et cette ambivalence-là, c'est la vie de tous les jours. Une personne âgée, un malade qui ne se sent pas un poids, cette personne va avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Tout ce que je te souhaite, c'est que tu sois bien entouré. Quand on dit que
ici c'est la maison de la mort. Non, c'est la maison où on vit justement. À partir du moment où on s'occupe bien de quelqu'un, si on a des attentions délicates, si on a un regard, si on nous aide à surmonter des choses qui nous paraissaient insurmontables, peut-être qu'il est moins pressé, peut-être qu'il finit par accepter des choses qui lui paraissaient inacceptables. T'aurais suivi ton désespoir, t'aurais eu un bouton tout prêt pour appuyer dessus. Moi, je passais à côté de ma plus belle histoire d'amour. Et moi aussi. Chers amis, nous vous rappelons que des bouteilles d'eau sont à votre disposition à gauche. Faites attention de bien vous couvrir du soleil. Et également une quête a lieu dans vos rangs. Merci de votre générosité. Il n'y a pas de dons superflus. Et c'est grâce à vous que nous pourrons continuer le combat et faire porter votre voix. Chers amis, ce film, Anesthésia, a été réalisé en un temps record. Damien Boyer et son équipe ont relevé le défi afin de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux si vertigineux de cette loi, avant qu'elle ne soit votée définitivement. Voici le message de son réalisateur. Et si, au nom de la liberté individuelle, nous étions en train de confondre compassion et abandon? Alors que la légalisation de l'euthanasie divise la France, ce film mène pour la première fois une enquête exceptionnelle sur la fin de vie au cœur de 6 pays, à travers le récit d'histoires bouleversantes. Aux Pays-Bas, Marga tente de survivre à l'euthanasie de sa fille de 31 ans alors qu'elle était atteinte d'anorexie sévère. En Belgique, Claire cherche à comprendre pourquoi son père a préféré mourir plutôt que d'affronter comme elle la maladie dégénérative dont ils sont atteints tous les deux. Le metteur en scène, Franck Berthier, revient sur le voyage à Zurich où il a accompagné une amie condamnée par le cancer vers le suicide médical assisté. Au Québec, dans la réserve de Manawan, une grand-mère envisage l'aide à mourir, poussant toute sa famille à se demander « Veut-elle vraiment mourir ou souhaite-t-elle partir pour ne plus être un fardeau pour eux ?» À la maison Gardanne, des soignants réinventent la fin de vie et redonnent aux patients le goût d'exister jusqu'à leur dernier souffle. Entre douleurs intimes, dilemmes familiaux, révélations et réconciliations saisissantes, Anesthésia bouscule les certitudes et interroge notre regard sur la dignité, la vulnérabilité et le choix de mourir. Nous comptons sur vous pour parler de ce film, pour le proposer à vos parlementaires et pour remplir les salles de cinéma. Merci pour votre investissement. Ils nous disent que c'est pour mourir dans la dignité. Nous répondons que la dignité est intrinsèque à chaque personne, quel que soit son état de dépendance et de fragilité. Mais si la dignité, elle, est inviolable et ne varie pas, le sentiment de dignité ressenti par chaque personne peut être amoindri et même disparaître. Alors c'est le regard que nous posons sur eux qui permettra de restaurer le sentiment de dignité des patients en leur rappelant que leur vie a de la valeur. Ils nous disent que c'est la liberté absolue de chacun qui n'enlèvera rien aux autres. Comment pouvons-nous parler de liberté quand une personne agit sous le poids de sa souffrance et ne voit d'autre solution que la mort? Notre société condamne toute personne qui n'aurait pas porté secours à un suicidaire. Pourquoi agirions-nous différemment pour un malade atteint d'une infection incurable? Quant à la liberté des autres, elle n'est pas épargnée. En créant un droit, l'État crée un devoir pour les soignants, la famille et toute la société de répondre à cette demande de mort. Penser qu'un droit de mourir n'enlèverait rien aux autres est une affirmation fallacieuse qui revient d'une part à considérer l'individu comme une entité autarcique coupée de toute relation et d'autre part à dénier l'impact de la loi. Ils nous disent que c'est compatible avec les soins palliatifs et que c'est l'ultime soin palliatif. Nous leur répondons que la moitié des Français n'ont pas
aux soins palliatifs quand ils en ont besoin et que par conséquent, beaucoup seront tentés de recourir par défaut à l'euthanasie parce que la société n'aura pas été capable de les soutenir. Nous répondons aussi que l'assimilation de la mort et du soin est un mensonge qui trahit la vocation des soignants. Ils nous disent aussi que la France est en retard et qu'il faut suivre l'exemple des autres pays. Nous répondons que seuls 5% des 195 pays de l'ONU ont une loi applicable sur l'euthanasie et ou le suicide assisté. Pourquoi ne les considérons-nous pas plutôt comme une exception à la règle? Est-ce un retard que de maintenir des vérités éthiques telles que l'interdit de tuer, le secours aux plus vulnérables et la préservation de la vocation du médecin? Rappelons que dans tous ces pays, on constate un élargissement incessant du cadre légal, augmentant les risques pour les plus vulnérables. Nous accueillons désormais un invité de marque. Il s'investit depuis des mois pour démasquer les mensonges et les manipulations des promoteurs de ce texte. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, il est le co-auteur d'une étude d'opinion qui a fait la différence. Une étude qui a contré les raccourcis des sondages de l'ADMD, prétendant que 82% des Français sont pour l'euthanasie. Quel mensonge! Merci d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Dominique Régnier. Bonjour. Ça n'est pas vrai que 87% ou 92% des Français sont favorables à l'euthanasie. Ça n'est pas vrai. Si c'était vrai, les promoteurs de l'euthanasie ne rencontreraient pas autant de difficultés. Et nous tous, nous ne verrions pas autant d'obstacles se dresser pour nous empêcher de dire notre opposition à la légalisation de l'euthanasie. Notre point de vue a été minoré, maltraité, caricaturé pour être disqualifié. Notre point de vue n'a toujours pas été écouté. Faut-il n'être pas sûr de soi pour empêcher le débat? Mais comment a-t-on pu étouffer l'expression des plus fragiles? Comment a-t-on pu nier ainsi et à ce point leur droit le plus élémentaire? Cette attitude, cet empressement, cette brutalité, ce cynisme rendent plus effrayante encore la proposition de loi. Car pas de débat en lieu et place. On a eu le tour de passe-passe de la Convention citoyenne jouée d'avance. Et je le regrette beaucoup, pas de pluralisme dans les médias du service public, aucun pluralisme. Je supposais bien recueillir votre approbation ici. Je le dis parce que c'est une vérité qu'il faut dire. Nous sommes dans cette situation tout à fait choquante. Cette attitude, je l'ai dit, ne nous rassure pas sur l'avenir de cette proposition de loi. Il n'y a pas eu d'information sur ce qui se passe dans les pays qui ont adopté une telle loi. Et pourtant, nous avons beaucoup d'éléments particulièrement éclairants pour savoir à quoi conduisent ce type de légalisation. Dans leur PPL, comme vous le savez, il n'y a pas le mot euthanasie, il n'y a pas le mot suicide assisté. Nous allons voir peut-être adopter une loi qui ne prononcera pas, qui ne portera pas les noms de la chose qu'elle institue. C'est en soi très parlant, c'est presque suffisant pour comprendre qu'il n'y a pas de leur côté l'assurance d'une telle approbation dont ils se revendiquent volontiers à coup de sondages qui n'ont pas de portée. N'en croyez pas un mot. Et plus encore, je dirais, pour troubler les esprits, et aussi pour tromper l'opinion, une confusion a été établie de manière répétée avec les mots pour parler d'euthanasie,
fin de vie, accompagnement, aide à mourir, et même soins au point, comme vous le savez, que l'euthanasie devrait être, si elle était légalisée, prise en charge par l'assurance maladie. Mais là, les mots sont simples et clairs. L'assurance maladie prend en charge les traitements contre les maladies. Prendre en charge l'euthanasie, je le répète, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça signifie que la mort est un soin et conséquemment ça signifie que la maladie est la vie. C'est la vie qui est la maladie et c'est de la vie qu'il faut guérir. C'est une atrocité, c'est une absurdité. Le débat au Sénat n'a pas été pris en considération. Nous avons deux assemblées. L'une, le Sénat, n'a pas pu donner toute sa mesure et je crains qu'elle n'ait pas l'occasion de le faire bientôt. Les moyens budgétaires qui nous sont promis pour le rattrapage des soins palliatifs ne sont pas disponibles et je crains qu'ils ne le soient pas avant longtemps, s'ils le sont un jour. Nous n'avons même pas une offre de soins fondamentaux premiers suffisants en médecine générale, en spécialité, en gériatrie, en psychiatrie. Nous n'avons pas les moyens suffisants pour les aidants. Il manque tout cela et déjà la loi prévoyant de légaliser l'euthanasie pourrait être adoptée. C'est une situation absolument inacceptable. La promesse du rattrapage de l'offre de soins palliatifs ne sera jamais respectée, je le crains. Et puis je voudrais vous dire aussi que la partie favorable à l'euthanasie a sans cesse mis en avant l'idée de la liberté individuelle. Le débat a été enfermé dans cette citadelle péremptoire, celle d'une question intime. Nous voulons ouvrir la question à l'expression et à la prise en compte de toutes les souffrances physiques et psychiques, toutes les fragilités, celles de l'âge, celles de la maladie, celles du handicap, mais aussi les fragilités économiques et sociales. Ça n'est pas de l'ordre de l'intime. On veut réduire le débat à une question intime, nous y voyons une question politique, la plus grande question politique qui soit, car les souffrances et les fragilités appellent de notre part à tous, une réponse politique. Et c'est cette réponse qui accomplit ou non la multitude que nous sommes en une communauté humaine. La nature de cette réponse, la nature de la réponse aux souffrances détermine la valeur de cette communauté. À l'adresse des députés, je voudrais dire, avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous vraiment nous faire tomber de notre société solidaire dans une société validiste? Jamais! Si cette proposition de loi était adoptée, ce serait une autre étrange défaite pour notre pays, pour la grandeur et la beauté de sa merveilleuse alchimie, laïque et religieuse. Catholiques, musulmans, protestants, juifs, toutes les religions ont parlé contre cette proposition de loi. C'est en répondant aux souffrances par la solidarité et par le soin, jamais en abandonnant, jamais en donnant la mort. Et il est de notre devoir de protéger, de transmettre aux générations futures une civilisation de la bienveillance, de l'attention et, j'ose le dire, de l'amour. Nous résistons avec les familles, avec les proches, avec les aidants, avec les soignants. Ne jamais donner la mort, jamais cet individualisme souverain, celui qui nous assure que cette liberté n'enlèvera rien à qui n'en voudrait pas pour lui-même. Mais si nous sommes aussi inquiets, aussi déterminés, si nous sommes aussi convaincus, c'est parce que nous n'ignorons pas
nous n'ignorons pas, avec ceux qui souffrent, ceux qui soignent, ceux qui aident, ceux qui aiment, ceux qui résistent, nous n'ignorons pas que cette liberté demandée par quelques-uns, en fait, nous enlèvera tout, à tous et tout de suite. Et je termine, mesdames et messieurs, par un nouvel appel et dernier aux députés. Ne laissez pas votre nom au bas d'une telle loi. Ne le faites pas. Vous le savez, au Québec, 8% des morts sont liés à l'euthanasie. Si vous avez vu l'article qui est paru récemment dans le New York Times sur la région administrative québécoise de Lanaudière, c'est le record du monde. 13% des morts sont provoqués par l'euthanasie. 13%. Eh bien, nous avons un texte, nous avons une proposition de loi qui est du même niveau, un peu moins laxiste que celle du Québec, un peu plus laxiste, pardonnez-moi, que celle du Québec. Et donc ça signifierait en France, chaque année, 80 000 euthanasies. Qui peut accepter une telle proposition de loi? Mesdames et messieurs, je suis pour ma part convaincu que la conscience des députés, la conscience politique, pas la conscience intime, la conscience politique, les amènera à ne pas adopter cette proposition de loi, et je veux le croire. Merci beaucoup. Un immense merci, Dominique Régnier. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Coucou Lucas, j'espère que tu vas bien. T'as pas répondu sur le groupe. Tu viens bien à la nuit de Flo la semaine pro? Bisous. Ouais frérot, bah écoute, j'espère que ça va un peu mieux. Je voulais juste te proposer de venir chez WAM, si ça peut te changer les idées. Bonjour Monsieur Reynaud, nous vous contactons afin de vous rappeler votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 11h. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au moins 30 minutes à l'avance. Salut fiston, t'avais essayé de t'appeler cet après-midi, on est sans nouvelles, j'espère que c'est toujours ok pour ce soir. Je t'embrasse fort mon chien, je t'aime. Aïe aïe. Nous avons tant à perdre avec cette loi. Cette loi est une loi d'abandon. La solidarité se définit comme une responsabilité mutuelle entre les membres d'une société. Nous sommes donc bien responsables de la situation des plus fragiles. Nous devons être auprès d'eux, les écouter et répondre à leurs souffrances. Mais nous ne voulons pas d'une réponse mortifère. Nous ne voulons pas d'une société où la mort est un soin et où les vies sont triées. L'expression « donner la mort » est d'ailleurs fallacieuse. On donne un cadeau, du temps, de l'affection, mais on ne donne pas la mort. Donner la mort, c'est retirer la vie. Alors que les soins palliatifs ne sont pas présents dans tous les départements, comment osons-nous proposer à la place de cet accompagnement l'acte létal si rapide et si économique? Chers amis, vous pouvez lever vos pancartes. Tout le monde lève sa pancarte. Je veux voir une forêt de pancartes parce qu'évidemment vous en avez tous pris une. Est-ce que toutes les pancartes sont levées? Alors on va la baisser. On va tous la baisser. Euthanasier, c'est abandonné. Euthanasier, c'est abandonné. Levez tous vos pancartes. Euthanasier, c'est abandonné. Euthanasier, c'est
Refusons une loi d'abandon. Refusons une loi d'abandon. Chers amis, depuis de nombreuses années, la situation sociale de notre pays a empiré. Le baromètre publié par l'association Petits Frères des Pauvres sur la solitude des personnes âgées dévoile que pas moins de 750 000 personnes de plus de 60 ans sont en état de mort sociale. Ce chiffre a augmenté de 150% en moins de 10 ans et risque de croître encore étant donné le vieillissement de notre population. Comment prendrons-nous soin de nos aînés ? Les exemples des pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie l'attestent. La solitude, ajoutée au sentiment d'être un fardeau, incite les malades et les personnes âgées à demander la mort. Créer un droit à l'euthanasie et au suicide assisté consisterait en un abandon pur et simple, car au lieu de tout faire pour développer la solidarité et prendre soin de nos aînés, nous leur proposerions la porte de sortie. Nous pensons aujourd'hui à Nelia Castillo, euthanasiée à 25 ans en Espagne, le mois de mars dernier, paraplégique suite à une tentative de suicide. Nous pensons à Shanti Descorté, 23 ans, euthanasiée en Belgique pour cause de dépression. Nous pensons à cet enfant de moins de 12 ans dont le Pays-Bas vient d'annoncer l'euthanasie. Messieurs les députés, écoutez le cri de détresse de ces personnes vulnérables. Bien plus que la mort, elles appellent l'amour, le soin, l'accompagnement, la solidarité. Donnons-leur une aide active à vivre. Mercredi dernier, se réunissait à Paris, près de l'Assemblée nationale, l'association des éligibles et leurs aidants. Depuis des mois, des malades prennent la parole pour interpeller la société et les parlementaires sur la violence de ce projet de loi. Ils sont les premiers concernés. Ils se sentent ciblés, menacés par la pression implicite et le message que cette loi envoie. Nous avons voulu leur donner aujourd'hui la parole. Et nous vous demandons d'accueillir de tout cœur Maxence, venu tout droit de Toulouse, pour nous, pour vous témoigner. Accueillez Maxence, s'il vous plaît. Bonjour Paris, est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas entendu. Vous êtes chaud? Quelle joie de vous retrouver ici, en plein cœur de Paris, pour défendre la dignité des éligibles à l'euthanasie et la joie de vivre. Je vais à travers mon témoignage de vie essayer, avec humilité, d'être le reflet de la vie de nombreuses personnes handicapées et en fin de vie qui s'opposent à ce projet de loi sur le suicide assisté et qui n'ont pas envie de cette loi. Cette manifestation est l'occasion de montrer à la France entière que le combat contre l'euthanasie n'est toujours pas perdu et quoi qu'il arrive, nous continuerons à nous battre avec nos trois meilleures armes, la joie de vivre, la discussion et la solidarité avec les personnes les plus fragiles de notre société. Je m'appelle Maxence Deminck, j'ai 22 ans, je suis en master d'une école de commerce à Toulouse et je suis atteint d'une myopathe du chêne. Cette maladie est une maladie neuromusculaire dégénérative incurable qui affaiblit mes muscles jour après jour. Aujourd'hui, la progression de la maladie fait que je suis obligé d'utiliser un fauteuil roulant électrique puisque les muscles de mes jambes et de mes bras ne fonctionnent plus. Cependant, ce n'est que le début. Un jour, la maladie s'attaquera à mes poumons et à mon cœur en me rendant éligible au dispositif de l'euthanasie. Mon quotidien est fait de contraintes et de dépendance.
il faut m'aider pour absolument tout. Il faut m'aider à m'habiller, il faut m'aider à me doucher, il faut m'aider à me transporter, il faut m'aider, voilà, plein de trucs comme ça. Donc préparer le repas et tout. Mon quotidien, comme celui d'autres personnes handicapées et malades, est aussi fait de nombreux rendez-vous à l'hôpital, de séances de kiné quasi régulières et d'un traitement à prendre pour tenter de ralentir la maladie. Pourtant, malgré le peu de perspectives et de muscles que m'offre la vie, j'ai décidé de vivre dans la joie de vivre et la combativité. J'y puise la force de ne pas me laisser abattre par les événements et les difficultés. Ainsi, grâce à cette maladie qui me donne de la force quand mes muscles me lâchent et qui transforme mon infirmité en dopamine, je vis comme un étudiant normal. Cette vie d'étudiant me permet de transmettre ma joie de vivre, dont il me tient à cœur de la transmettre à chaque personne que je rencontre. C'est cet esprit combatif qui m'a mené jusqu'ici à m'opposer à l'euthanasie et à essayer de défendre ceux dont la voix n'a pas été écoutée par les défenseurs de ce projet de loi. Face à mon optimisme, ma combativité et ma joie de vivre, se dessine au loin un grand danger, non pas dans mon corps, mais dans le regard que notre société pourrait poser sur lui. Ma maladie finira par me rendre éligible au dispositif de l'euthanasie, et cette perspective m'attriste profondément. Elle me bouleverse, non parce qu'elle se prétend compatissante, mais parce qu'elle laisse entendre, parfois à demi-mot, parfois clairement, que ma vie ne vaut pas le coup d'être vécue jusqu'au bout et qu'il suffirait de l'abréger par une simple dose létale. Pourtant, mon existence ne se réduit pas à la souffrance, elle est remplie de liens humains, d'amour, d'espérance et de joie de vivre. Se battre contre une maladie ou contre la fin de vie, avec combativité et joie de vivre, m'unit puissamment, avec tous ceux qui me soutiennent et qui se battent comme moi. En effet, la joie de vivre est une réponse profondément optimiste à la souffrance. Elle naît au cœur du combat quotidien que je mène avec les soignants, mes amis, mes parents et ma famille contre la maladie, même lorsque celui-ci semble voué à l'échec. Cette vie, notre vie, est faite d'embûches et de difficultés. Mais vivre est l'aspiration la plus profonde de notre humanité. C'est ce qui nous donne de la joie, puisque se battre pour vivre, c'est aussi se battre pour être pleinement parmi les autres. Le même monde, les mêmes jours, la même dignité, la même appartenance. C'est pourquoi chaque personne qui choisit de se battre pour vivre incarne une victoire de l'humanité. Car le désir de vivre est la seule force capable de rassembler les idéologies, les nations, les générations, les époques et les civilisations. Ainsi, nous offrir la possibilité d'être euthanasié pourrait de manière subtile mais bien réelle être une incitation à abandonner, comme si le courage des plus fragiles devenait un jour une gêne. Je crois profondément que le combat pour vivre, malgré la fin de vie ou le handicap, cimente une société et la rend plus forte, plus humaine, plus belle. Si nos aidants, qu'ils soient soignants, familiaux ou amicaux, nous apportent un soutien précieux, nous leur offrons quelque chose d'inestimable. L'exemple d'un courage face à la souffrance et une joie de vivre qui continue d'éclairer le quotidien. Cette proposition de loi crée donc un malaise vis-à-vis de ceux qui m'accompagnent, puisque m'offrir la possibilité de m'euthanasier serait selon moi maladroit, presque injuste envers toutes ces personnes qui prennent soin de moi et me soutiennent jour après jour avec patience, respect, humilité et humanité. Car si elles le font, ce n'est pas seulement par devoir, elles le font par amour de la vie, par fidélité à l'autre et par cette valeur essentielle inscrite dans la devise de la République française, la fraternité. Enfin,
Pour conclure, j'aimerais vous inviter à poursuivre ce beau combat qu'est la défense de la vie. C'est le plus beau combat à mener. Ces 2 dernières années ont été pour nous tous l'occasion de défendre les plus faibles, mais le combat ne sera jamais terminé. Quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'issue du vote à l'Assemblée nationale, nous continuerons à nous battre pour défendre la dignité des plus faibles face à ceux qui veulent faire passer cette loi. Car malheureusement, les beaux sentiments de certains partisans de cette loi peuvent être détournés, instrumentalisés et pourront servir dans un futur proche ou moins proche d'autres objectifs plus sombres, plus froids et plus utilitaristes. Nous continuerons encore à nous battre grâce à notre joie de vivre, notre entraide et notre combativité qui fait que nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir de cette loi mortifère. Dans toute la France, des projets et des initiatives émergent. De plus en plus de citoyens prennent conscience de ce qui s'apprête à être voté dans notre beau pays. C'est pourquoi il faut poursuivre le combat en parlant le plus possible, en discutant avec les personnes qui ne sont pas encore convaincues et surtout en rencontrant nos élus locaux. Les députés et les sénateurs, ce sont eux qui vont voter la loi, donc ce sont eux à qui il faut discuter de cette loi pour montrer notre position. Le combat ne doit jamais s'arrêter, il ne s'arrêtera jamais. Vive la défense de la vie, vive la joie de vivre et surtout, vive la vie! Un tonnerre d'applaudissements pour Maxence! Merci. Et nous allons maintenant vous la lire. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, je m'appelle Louis-Benoît Barthes, j'ai 66 ans et je suis atteint de la maladie de Charcot. Les médecins savent comment cette histoire se terminera, moi aussi. Chaque jour, la maladie progresse un peu davantage. Je n'ai plus l'usage de mes jambes, ni de mes bras. Mes mains me lâchent, la parole me quitte, et je suis désormais dépendant pour chaque geste du quotidien. Chaque jour, je perds un peu de mes forces, un peu de mon autonomie, un peu de cette vie simple que l'on croit éternelle lorsqu'on est en bonne santé. Et pourtant, chaque jour, je continue de vivre. Je continue d'aimer les miens, de goûter la beauté d'un moment partagé, d'espérer encore de belles journées malgré l'épreuve et la fatigue. Surtout aux côtés de ma famille, je continue de me battre pour m'adapter à ce que la maladie m'impose. Voilà pourquoi je veux prendre la parole aujourd'hui. Depuis des mois, quelques malades sont mis en avant pour expliquer qu'ils attendent avec impatience la légalisation de l'euthanasie. Je respecte profondément cette souffrance et cette détresse. Mais d'autres voix existent aussi. Des voix plus discrètes, peut-être majoritaires, mais tout aussi réelles. Des voix de malades qui ne demandent pas qu'on les aide à mourir, mais qu'on les aide à vivre jusqu'au bout, loin de l'acharnement thérapeutique. Car cette loi n'est pas une réforme parmi d'autres. Elle est l'une des plus importantes de notre époque, sans doute depuis l'abolition de la peine de mort. Parce qu'au fond, elle abîme le regard que notre société porte sur la vie humaine. Pour la première fois, notre droit et la médecine ne viseraient plus seulement à protéger la vie, à soulager la souffrance et à accompagner les plus fragiles. Ils organiseraient aussi la possibilité de provoquer la mort. Et pourtant, un tel bouleversement avance presque comme une simple évolution sociétale parmi d'autres. Mais lorsqu'on sait que son existence est suspendue à une échéance inévitable, ces sujets-là ne sont plus théoriques. On vit dans l'anxiété. La maladie change profondément le regard que l'on porte sur la vie, sur la dépendance, sur la souffrance et même sur la mort. Aujourd'hui, je sais surtout combien un être humain peut être fragile et combien il a besoin d'encouragement lorsque la fatigue, la peur ou le découragement deviennent envahissants. De quoi avons-nous réellement besoin ? Certainement pas qu'on nous présente la mort comme une solution. Nous avons besoin que la médecine se mobilise, que la douleur soit apaisée, que l'accompagnement humain soit renforcé et que les soins palliatifs soient accessibles partout sur le territoire.
Les soignants savent faire tout cela. Ils ont surtout besoin d'une véritable volonté politique. Une loi aussi grave ne peut pas être pensée sans les malades, sans les familles et sans ceux qui nous accompagnent chaque jour. Voilà la véritable urgence nationale. Quand on est malade, il faut du courage pour continuer à vivre malgré la dégradation du corps. Le courage d'espérer que demain sera encore une belle journée. Le courage de rester intérieurement debout. Le courage aussi de continuer à admirer nos familles, les aidants et le corps médical qui sont devenus notre univers vital. Ils consacrent leur vie à soulager, accompagner et consoler. Je suis le témoin que la bienveillance des soignants est salvatrice. Lorsqu'on est découragé, leur simple regard, leur simple présence, leur simple volonté de vous aider peuvent redonner de la force. Je suis le témoin de la bonté de ces femmes et de ces hommes qui donnent encore envie d'avancer, certes plus difficilement et plus lentement, mais malgré tout de continuer. Avec ma famille, c'est auprès d'eux, dans leur présence et dans leur bonté, que je puise le courage de continuer. Il ne faut pas briser ce lien si précieux, ce lien humain et de confiance que j'ai découvert à travers la maladie. Le projet de loi actuel, lui, ne m'aiderait pas à trouver ce courage. Au contraire, il installerait l'idée qu'il existe une issue plus simple, renoncer. Comme si la société disait silencieusement aux plus fragiles « Vous pouvez partir, nous le comprendrions ». Mais moi, je n'ai pas besoin d'une société, je n'ai pas besoin d'une aide à abandonner. J'ai besoin que mon pays m'aide à tenir. J'ai besoin que la société me rappelle que ma vie conserve pleinement sa valeur, même diminuée, même dépendante, même fragile. Je veux croire qu'une civilisation se juge à la manière dont elle protège les plus faibles, les plus pauvres, les plus fragiles, les plus vulnérables, et donc aussi les plus faibles médicalement. Je demande qu'on m'accompagne, que l'on me soulage, que l'on me donne confiance et que l'on m'encourage. Je demande que la nation m'aide à avoir le courage de vivre autant que possible. Donnez-nous le courage de vivre. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, en l'expression de mon respect et de mon espérance. Louis-Benoît Barthes, je vous remercie de vos applaudissements. Avant de nous quitter, il nous faut nous rappeler une chose, le combat n'est pas fini. Vous connaissez cette phrase, cette loi, plus on en parle, moins on l'aime. En effet, le nombre de parlementaires favorables à cette loi diminue de lecture en lecture. Elle a été rejetée 2 fois par le Sénat. Bravo aux sénateurs qui votent en faveur des plus fragiles. En février, seuls 53% des députés ont voté pour le droit de l'aide à mourir. Nous espérons que ce mardi, lors du vote en 3e lecture, le pourcentage diminue encore. Nous voulons nous adresser aux députés qui hésitent, qui doutent. Nous savons que le sujet est dur. Il touche à l'intime. Il bouleverse. Chacun ayant son expérience de la souffrance et de la mort. Nous comprenons vos doutes. Mais face à un si faible consensus sur une loi aussi grande, aussi grave, s'il vous plaît, ne prenez pas le risque de voter pour. Écoutez la crainte des patients et des soignants. Écoutez la peur des Français qui n'attendent que les soins. Dans le doute, à minima, abstenez-vous. Enfin, à tous les députés qui depuis 4 ans se battent inlassablement contre ce texte, à ces députés qui jusqu'à minuit dans l'hémicycle essuient les rejets successifs de leurs amendements visant à préserver l'éthique et l'honneur de la France, à ceux qui subissent les invectives virulentes et haineuses de certains partisans du texte, nous voulons vous adresser nos remerciements. Chers amis, nous allons voir une vidéo de tous ces députés courageux qui prennent la parole, qui osent prendre
ramener à la vie. Il tente de lui rendre la vie, alors qu'il avait exprimé la volonté de la quitter. C'est vous qui mentez. C'est vous qui mentez quand vous inscrivez l'euthanasie et le suicide assisté dans le code de la santé publique. Évidemment, vous utilisez le terme, il s'agit d'éteindre la lumière. Mais vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui est totalement erroné. Parce que éteindre la lumière, eh bien, on peut la rallumer. Or, ceux dont vous êtes en train de parler, une fois que vous l'avez éteinte, vous ne la rallumerez plus. Donc les soins palliatifs ne sont pas une option secondaire en fait. La loi ne doit pas reposer sur des euphémismes. Je veux dire, c'est tout à fait évident que si le médecin a un doute, il ne doit pas poursuivre, et vous en êtes d'accord, la procédure de l'aide à mourir, et il doit faire appel à un psychiatre. Une souffrance psychologique, ça se soigne, et c'est tout le sens de notre politique de prévention du suicide. L'étude menée à la maison médicale Jeanne Garnier dit que 90% des demandes d'aide à mourir formulées à l'entrée en hospitalisation disparaissent au cours de la prise en charge palliative. Nous ne pourrons pas nous permettre, par rapport à des personnes vulnérables, majeures, protégées, de commettre le moindre risque que des personnes qui soient sous influence ou qui ne soient pas libres de leur discernement puissent être victimes d'une décision qui leur échappe. De plus, cela fait 30 ans que les Français attendent des soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort. Je le répète, ce texte n'est pas le plus restrictif, c'est un texte permissif. Le critère de délai le prouve. On n'aide pas quelqu'un à mourir, on tue quelqu'un ou on l'empêche de mourir. Il y a un programme Action T4 était ancré dans les principes d'eugénisme qui visait à éliminer les personnes considérées comme indignes de vivre. On a un véritable problème, cette dépénalisation peut aller très très loin et elle peut avoir des conséquences qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Autoriser le suicide assisté et l'euthanasie, c'est déjà vouloir quasiment l'autoriser pour tous. Mais bien de poser un cadre à une injection d'un produit qui tue. C'est déjà le cas au Canada. Pour un quart des Canadiens, la pauvreté est désormais une raison valable pour demander l'euthanasie. Et le handicap, pour 50%. Vous, mes chers collègues, vous pourrez choisir. Vous pourrez vous payer une infirmière parce que vous avez de l'argent. Vous pourrez choisir les soins palliatifs. Alors écrivons-le. Parce que, mes chers collègues, alors certes, nous avons un débat apaisé, et tant mieux, mais ce qui n'empêche pas parfois d'avoir un débat un peu lunaire. Quand j'entends notre collègue du Bréchira qui reproche à ma collègue Sandrine de Gorsuch de dire que oui, une substance létale n'est pas une thérapie. Eh oui, chers collègues, c'est la vérité. Ils portent vos voiles. Ils sont de tout bord politique et ils sont contre l'euthanasie. Pour le respect d'une mort digne. Applaudissons ces porteurs d'espérance, de la voix des plus faibles. Montrons-leur qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. On vous entend pas assez. Ce sont eux qui portent votre voix. Chers amis, rapprochez-vous du centre. Venez vers le podium afin de pouvoir prendre une belle photo qui montre que des gens se sont déplacés, que malgré la chaleur, des gens sont venus, des gens ont porté leur voix. Et qui montre que vous êtes contre cette loi inique. Rapprochez-vous, recentrez-vous, vous êtes tellement nombreux à être venus aujourd'hui que cette mobilisation ne soit pas inutile. Chers amis, vous êtes 5000 aujourd'hui. C'est bien plus que nous ne l'espérions. Merci de vous être mobilisés et d'être venus parfois de loin. Un immense merci. Merci, chers députés. Merci, chers sénateurs. Et merci à tous et à tous ceux qui se battent pour une aide contre une aide
Active à mourir et pour une aide à vivre. Depuis des années, et en particulier ces derniers mois, nombreux sont ceux qui se sont engagés contre cette loi mortifère. Certains ont pris la parole dans les médias, d'autres, et ils sont nombreux, ont travaillé dans l'ombre pour sensibiliser nos parlementaires. Bravo aux politiques, aux soignants, aux éligibles. Nous remercions aussi toutes les associations qui œuvrent pour le respect de la dignité humaine et pour toutes les personnes fragiles. Merci aux médias qui nous ont donné la parole. Merci à chacun d'entre vous qui vous êtes mobilisés par 1000 moyens, en écrivant, en rencontrant vos députés, en priant pour vos parlementaires, en sensibilisant autour de vous, en étant présents aux manifestations et sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, il faut continuer. Le combat contre cette loi n'est pas terminé. Même si vous partez en vacances, continuez à suivre l'actualité et à contacter vos députés. Plus que jamais, soyons présents, ne lâchons pas. Euthanasie, pas une solution. Euthanasie, un abandon. Euthanasie, pas une solution. Euthanasie, un abandon. Plus fort. Euthanasie, pas une solution. Euthanasie, un abandon. 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 Euthanasie, un abandon. Il y en a qui vous diront qu'ils tuent parce qu'ils aiment. Mais aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, ça n'est jamais tuer. Aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, c'est accompagner. Aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, c'est accompagner. Aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, c'est accompagner. Plus fort. Aimer, ce n'est jamais tuer. Aimer, c'est accompagner. Levez vos pancartes. Aimer, ce n'est jamais tuer. Chers amis, nous allons maintenant vous passer une courte vidéo des soignants, des infirmières. Voilà, les personnes qui sont au plus proches de ces malades, de ceux qui souffrent. Actuellement étudiante infirmière et lors de notre formation, on nous apprend à soigner, écouter et accompagner nos patients. Ne nous demandez pas de les tuer. Ne faites pas de nous des êtres incohérents. Ne faites pas des médecins, des Ponce Pilates et des infirmières encore seules et démunies au pied du lit du patient à faire le sale boulot. La vocation de tout soignant, qu'il soit médecin, infirmier ou dans une profession appartenant au corps médical, est de procurer les soins à travers une relation de confiance. Donner la mort provoquerait
un bouleversement du code déontologique médical et ainsi une rupture de cette relation de confiance, particulièrement en ce moment entre les infirmiers et les patients. Nous avons fait ce métier pour défendre la vie, pas pour causer la mort. L'euthanasie n'est pas la solution. Mon rôle d'infirmière est de soigner les personnes et de les accompagner jusqu'à leur mort naturelle. Alors, infirmiers, mobilisons-nous pour ne jamais avoir à injecter cette dose létale. Je vous en prie, écoutez-nous. Merci pour vos applaudissements. Ils sont très